Bonjour à tous. Vidéo, on va essayer de faire une petite analyse variographique et un crigeage à partir d'un jeu de données. Ce jeu de données concerne des observations de chauves-souris, des chiroptères, sur la France métropolitaine. Voilà. Et donc pour cette analyse, on aura besoin d'un certain nombre de packages qui sont listés ici. J'ai mis une ligne de code qui permet d'éviter de réinstaller les packages s'ils ont déjà été installés. Donc moi, si je charge cette ligne de code, voilà, les packages ne s'installent pas puisqu'ils ont déjà été installés. On charge les librairies. Je rappelle que pour lancer ligne de code, il y a un raccourci CTRL entrée ou alors vous pouvez cliquer sur Run, ça fait la même chose. Les librairies sont chargées. Ici, on définit l'espace de travail. Il faudra, pour définir l'espace de travail, changer l'orientation des slashes par rapport à la présentation des slashes dans Windows, où vous avez les slashes qui sont dans ce sens-là. Donc il faut les remettre dans l'autre sens. On a une petite fonction ici qui permet d'effacer toutes les valeurs qu'on avait déjà faites par ailleurs, par le passé, si jamais on avait besoin de recommencer à zéro notre travail. Et puis ici, une fonction qui permet d'effacer les affichages. Ici, on va importer notre fichier qui est au format CSV, comma separate value. On peut regarder sa structure. Donc c'est un data frame, c'est reconnu comme un data frame avec 335 observations et 13 variables, dont deux variables qui sont x et y, spécifiées en Lambert 93. Et ici, on trouve le champ SP by nuit qui en gros regroupe le nombre d'espèces par nuit qui est le champ sur lequel on voudrait travailler et faire l'analyse variographique. Alors on va dire à R qu'il y a des coordonnées x et y et le renseigner sur la projection de sorte à ce que R reconnaisse ce fichier comme un fichier de données spatialisées. Donc d'abord on lui dit où sont les champs x et y, puis on lui dit que la projection, ça va être du 2154, donc du Lambert 93. Ça, toutes les projections, vous pouvez les retrouver sur le site spatialreference.org. Voilà, alors maintenant si on regarde de nouveau la structure de la donnée, vous allez voir qu'elle aura changé. Désormais, elle est reconnue comme un formal class spatial point data frame, alors qu'avant elle était juste comme un data frame. Donc là, il a compris que c'était un fichier de données spatialisées. Alors, on va importer un fichier de contours euh, pour désigner les contours du territoire, les limites du territoire. Pour lui aussi, on va lui donner le même système de projection, à condition évidemment que le fichier d'origine soit bien dans cette projection, bien entendu. Là, on peut aussi regarder la structure, et pareil, ça a été reconnu comme un format class Spatial Lines Data Frame. Donc on est bien sur un fichier spatial. On peut faire un petit affichage pour vérifier que tout s'est bien passé. Voilà les données d'observation de chiroptères avec en noir les valeurs faibles, là où il y a peu d'espèces, et puis en jaune, là où il y a beaucoup d'espèces. On va jusqu'à 17 espèces au plus fort, et ça démarre à une espèce. Donc ici, près de l'île de France, on a a priori plutôt moins d'espèces, et puis par là, il a l'air d'y en avoir un peu plus. Alors on va créer la grille sur laquelle sera projetée l'interpolation, c'est-à-dire que c'est un raster sur lequel vont être calculées les valeurs de modélisation de cette donnée pour savoir effectivement quelle supposée quantité d'espèces, diversité d'espèces on peut avoir dans les zones où on n'a pas fait de mesure. Alors ce code-là, pour être honnête, je l'ai récupéré sur Internet, donc a priori je ne vais pas le détailler, on le reprend tel quel. Il a simplement deux choses importantes. Voilà, là j'ai lancé. C'est la résolution de la grille. Là j'ai mis 5000 mètres.
Et si on met plutôt plus que 5000 mètres, donc 5000 mètres, donc ça veut dire 5 km, les carrés de la grille finale feront 5 km par 5 km. Si on voulait que le traitement soit très très rapide, on pourrait faire encore plus grand, 10 km par 10 km. Évidemment, plus on fait des carrés grands, plus le résultat sera grossier. Et plus on fait des carrés fins, et plus le résultat sera détaillé. Néanmoins, ce sera plus long pour le traitement. Donc pour le besoin de la vidéo, je mets une taille assez grossière. Et puis ici aussi, on précise le système de projection, donc le même que celui dans lequel on travaille. Ici, vous avez une série de lignes de code qu'on ne va pas activer. Vous pouvez le faire en supprimant le petit dièse en départ de ligne. Le dièse, ça sert à indiquer à R qu'on est dans du commentaire. Tout simplement parce que c'est un traitement un tout petit peu long, ça met environ 1 à 2 minutes, et puis on ne veut pas faire ça dans la vidéo. Et ça sert uniquement à définir le contour qu'on a importé tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Et simplement, ça veut dire que par la suite, quand on fera référence à la grille, puisqu'à un moment on fera bien référence à la grille pour, pour différentes choses, par exemple ici on fera référence à la grille Areal Spatial Grid pour faire référence à certains paramètres du modèle qu'on utilisera, ou bien plus bas quand on voudra afficher notre résultat. Voilà, ici on fait référence à la grille encore une fois. Donc cette valeur là, PTS1, qu'on trouve ici, c'est la valeur qu'on trouve ici, c'est le nom en fait, le nom d'objet de la grille qu'on a créée. Si jamais on lui rajoute les bordures, alors l'objet de grille va changer et il va s'appeler Nona. Et à ce moment-là, il faudra changer ici PTS1 par Nona et puis le changer en bas. Il faudra le changer en bas ici PTS1 par Nona. Alors l'analyse variographique. Donc je rappelle, on part d'un nuage variographique. Un nuage variographique, ça ressemble en général à quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est assez peu lisible. Sur ce nuage variographique, on a toutes les paires de points ici entre chaque point qui sont représentés. Et pour chaque paire de points, on a la distance ici. Donc la paire de points représentée ici, ça veut dire que les deux points qui sont synthétisés ici étaient espacés d'environ 200 mètres et la différence de valeur en nombre d'espèces entre ces deux points était d'environ 1,5, 1,6. Donc ici on a toutes les paires de points représentées, c'est pas très lisible. Donc on a un intérêt à réduire cette information, à synthétiser cette information en un variogramme expérimental. Donc le variogramme expérimental, ça consiste à faire des petits paniers ici, d'une distance égale, voilà, qu'on va définir. Et pour chacun de ces petits paniers, on les appelle des lags, toutes les paires de points qui tombent dans un panier d'une distance fixe vont être récupérés et on va calculer la distance, on va calculer la valeur moyenne de ces paires de points. Donc la valeur, c'est la différence en nombre d'espèces pour nous, et la distance moyenne de chacune de ces paires de points, donc la distance entre les deux points qui sont synthétisés ici. Ça nous fait plus que deux valeurs pour chaque lag, pour chaque panier, et ça nous permettra d'avoir un variogramme expérimental qui ressemblera plutôt à quelque chose comme ça, voilà, où on aura moins de points. Donc c'est ça qu'on va essayer d'obtenir, nous, dans un premier temps. Et à partir de ce variogramme expérimental, on pourra ensuite en faire des analyses. Ici, on a une illustration issue du logiciel ArcGIS qui traduit un petit peu justement ce que je viens de dire, c'est-à-dire ces lags. Ici, les points correspondent aux points du nuage variographique,
Alors c'est un autre jeu de données, évidemment, c'est pas le même jeu de données. Et les croix correspondent à la synthèse, c'est-à-dire qu'on a ici un panier qui va de là à là, un panier de là à là, un panier de là à là, et donc cette croix synthétise l'information contenue dans tous les points qui sont dans cette colonne ici à ici. Voilà en gros l'opération qui consiste à passer du nuage variographique au variogramme expérimental. Alors le variogramme expérimental, il se définit notamment par le nombre de ces paniers dont je viens de parler, les lags, et la distance maximum à laquelle on va travailler. Alors ça, c'est la largeur du panier. Là, c'est la distance maximum. Et donc évidemment, la distance maximum divisée par la largeur, ça vous donne le nombre de paniers. Alors comment on choisit cette distance? La littérature aujourd'hui nous informe qu'il n'est pas nécessaire, notamment en citant Baillargeon, il n'est pas nécessaire d'avoir un variogramme expérimental qui aille plus loin que la moitié de la distance la plus longue entre les paires. Donc là, on peut supposer que la plus grande paire de points, ça doit être celle-ci, le point qui va de là à ici, ça doit a priori être la plus longue, environ 1000 km, un peu plus. Et donc la moitié se situe environ à 500 km. Pour être précis, on a lancé ici une petite matrice des distances. Et sur cette matrice des distances, on peut avoir un peu l'information précise de notre distribution des distances. Alors, ça va s'afficher. Voilà. On voit que la distance maximum, voilà, on recule la virgule de 6 pas, donc ça veut dire c'est 1 million de mètres, c'est-à-dire en gros c'est 1000 km, 970 km. Et la valeur moyenne, la distance moyenne, c'est 370 km. On l'a ici, on l'a fait sous QGIS. Donc ça nous permet, nous, dans R, de préciser, alors je suis allé chercher la distance maximum véritable, je l'ai divisé par 2, ça me donne 550 485 km. Et la largeur des paniers, ça, on peut un peu jouer dessus. Selon le nombre, la largeur qu'on va choisir, on aura plus ou moins de paniers. Donc par exemple, je choisis de faire un panier d'une largeur de 10 000 mètres, donc de 10 km. Et ça nous donne un petit tableau. Ici, on a le nombre de paires compris dans chacun de nos paniers. Ici, on a la distance moyenne pour chacun de ces paniers, la distance moyenne entre les paires de points. Et ici, le gamma, ça concerne la moyenne, la valeur moyenne, c'est-à-dire le nombre d'espèces moyens pour chaque paire de points au sein d'un panier. Alors il est important d'avoir un nombre de paires de points qui soit à peu près équilibré. Là je vois que le dernier panier il a 39 paires de points, c'est beaucoup moins que les autres paniers. Ça veut dire qu'on a peut-être on a intérêt à augmenter la largeur, c'est-à-dire à inclure plus de points au sein d'un panier. Donc si je mets par exemple 20 km, voilà, on a donc beaucoup moins de paniers, on en avait 56, on passe à 28, et on a voilà, à peu près un nombre de paires de points au plus bas à 594 paires de points. C'est plus appréciable. Alors on peut afficher maintenant ce variogramme expérimental, justement en reprenant nos valeurs, 550, 485, et puis en largeur, on a dit 20 000 mètres carrés, 20 000 mètres, donc 20 km. Voilà le variogramme expérimental, donc qui va jusqu'à un peu plus de 500 km, avec un nombre de points relativement important. Alors, le variogramme expérimental, il nous sert surtout à bien identifier la zone
où existe une autocorrélation spatiale. Donc autocorrélation spatiale, elle existe tant qu'il y a une relation entre la distance et la valeur de nos points, donc la différence en nombre d'espèces. Donc cette distance, cette relation, elle se traduit par un angle, dans l'idéal 45 degrés, euh, ici, et évidemment quand nos données suivent une courbe plate, ça veut dire qu'il n'y a plus de relation entre la distance et le nombre d'espèces ou les valeurs de nos données. Donc a priori, l'autocorrélation spatiale ici, elle s'arrête plus ou moins ici vers 150 km à peu près, elle s'arrête. Donc on peut aussi réduire la taille de notre variogramme, maintenant qu'on l'a vu. On peut s'arrêter par exemple à 300 000 mètres, 300 km. Voilà, et voir ce que ça nous donne. Donc évidemment, comme les espacements de nos paniers sont restés les mêmes, 20 km, on a bien 20, 40, 60, 80, 100, vous voyez, on a bien 5 points tous les 20 km pour arriver jusqu'à 100 km. Voilà, on pourrait éventuellement là essayer d'en rajouter un petit peu, d'en faire un petit peu plus, en réduisant la taille de nos paniers. Voilà, pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus précis. Vérifions quand même à ce moment-là qu'on a bien un nombre de paires de points respectable dans tous nos paniers. Alors là, eh bien, c'est relativement appréciable. Donc on a un variogramme avec une limite à 300 000 mètres et un espacement de 10 000 mètres pour chaque panier. Alors maintenant, ce variogramme expérimental, il va falloir lui donner une valeur prédictive. Et la valeur prédictive, elle se donne grâce à un modèle mathématique. Alors le modèle mathématique, il en existe plusieurs. Depuis des années, il y en a régulièrement des nouveaux qui sont développés. Ici, l'outil Gestat nous propose déjà un certain nombre de modèles déjà assez larges. On peut les regarder avec cette fonction Show Variograms. Alors là, on retrouve certains variogrammes tout à fait caractéristiques, comme le variogramme dit pépite, d'effet nugget, ici nug pour nugget. Donc c'est-à-dire quand on a un effet de pépite constant, et a priori du coup il n'y a pas d'autocorrélation spatiale. On a le linéaire, on a un périodique, j'ai moins l'habitude. Alors pour avoir le nom de chacun de ces variogrammes, on peut utiliser la fonction juste en dessous, voilà, et ça nous donne le nom de l'abréviation. Ce qui est important à distinguer, c'est déjà ceux qui ont un palier fixe, comme ici le modèle sphérique, il y a un palier fixe, le modèle circulaire, il y a un palier fixe, le modèle pentasphérical, il y a un palier fixe, alors que les autres, ici, vous avez un palier asymptotique, c'est-à-dire un palier qui est atteint à plus l'infini. Essayez de voir si notre variogramme expérimental, il est plutôt sur un palier fixe ou un palier asymptotique. C'est difficile à dire, on essaiera peut-être les deux. On va essayer peut-être dans un premier temps un palier asymptotique, par exemple avec le modèle expérimental, exponentiel. Pardon. Alors ce modèle mathématique, il a quand même certaines variables sur lesquelles on peut jouer. Ces variables, ça va être le partial CIL, le seuil partiel, le type de modèle, sphérique ou justement là j'ai dit exponentiel, la portée et la pépite. Alors un petit rappel de ce que sont ces quelques notions. On l'a ici sur ce petit graphique. Là on retrouve, les points représentent le variogramme expérimental, la ligne représente le modèle, et on retrouve donc la pépite. La pépite c'est en gros la distance entre 0 et la valeur où notre variogramme, notre modèle croise l'axe des ordonnées. Ça désigne en fait l'emplacement où
pour deux mesures faites au même endroit, donc espacées d'une distance de 0 mètre, sur la ligne des distances, espacées de 0 mètre. Donc pour deux mesures faites au même endroit, on n'a pas toujours la même valeur observée, on n'a pas toujours le même nombre d'espèces observées. Et cette différence, pour deux mesures faites au même endroit, elle se situe ici, 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 ici. Évidemment, dans un phénomène mesuré, dans quelque chose d'idéal, on devrait avoir, pour deux mesures faites au même endroit, on devrait avoir toujours la même valeur. Le palier partiel, eh bien, c'est tout simplement le palier total, c'est-à-dire la valeur du palier, la valeur en gros à laquelle l'autocorrélation spatiale ne se vérifie plus, cette valeur-là sur l'axe des ordonnées, moins la pépite. La portée, c'est la distance au-delà de laquelle l'autocorrélation spatiale s'arrête. Voilà, et on a tout dit. Alors, dans un premier temps, on va faire un premier modèle qu'on va appeler modèle 1, qui est un modèle pour lequel j'ai récupéré des données standards. Donc, pour le partial seal, ici, donc le seuil partiel, j'ai pris la valeur de la variable moyenne de notre jeu de données. Le modèle, j'ai pris le modèle sphérique parce que c'est un modèle extrêmement courant. Le range, donc la distance, j'ai pris la racine carrée de notre territoire de travail que j'ai divisé par 8. Et puis pour la pépite, j'ai pris 0. Et puis j'ai créé un deuxième modèle, enfin on va le créer ensemble, pour lequel on va décider d'un partial seal. Alors du coup le partial seal, peut-être dans l'ordre, on va d'abord décider de la pépite, puisque c'est sur ça qu'on va s'appuyer. Donc la pépite, on peut imaginer, c'est l'endroit où le variogramme va couper l'axe des ordonnées. C'est environ peut-être 4, 3, 3,75, quelque chose comme ça. On peut peut-être faire 3,75. À partir de là, on peut avoir le partial seal, donc c'est-à-dire qu'on voit ici que la valeur un peu haute du nombre d'espèces, c'est plus ou moins 7,5. Donc 7,5, ou peut-être 7, ouais, on va dire 7,75 sera plus facile, moins 3,75, ça nous fait un partial seal à 4. Le modèle, on a dit qu'on allait prendre le exponentiel. Et puis le range, donc c'est-à-dire la distance à laquelle l'autocorrélation spatiale s'arrête. On peut peut-être prendre ici une valeur de 100 km, donc 100 000 mètres. 100 000 mètres. Voilà, et puis on peut reprendre ici pour le cut-off, c'est-à-dire la distance à laquelle on s'arrête, 300 km, et puis la largeur, là j'avais mis 5000, mais ensemble on a choisi 10 000, donc on va mettre 10 000. Voilà nos deux modèles. Évidemment, le principe c'est qu'on peut revenir sur ces modèles et puis essayer de les préciser, de changer certains paramètres pour arriver au final à une validation statistique qui soit la meilleure. On va voir comment. Pour l'instant, on va simplement déjà enregistrer nos deux modèles. Voilà, donc ils sont ici, modèle 1 et modèle 2. Et on va essayer d'adapter ces modèles au variogramme expérimental. Et là, il y a un peu deux méthodes pour adapter. Il y a soit la méthode de vraisemblance maximum des résidus, voilà, ou soit la méthode de régression des moindres carrés. Donc REML ou OLS pour chacune des deux méthodes. Alors on va comparer, au-delà de comparer nos deux modèles, on va aussi comparer les deux méthodes. Donc ce qui veut dire qu'on va appliquer les deux méthodes au premier modèle et les deux méthodes au deuxième modèle, et donc comparer les quatre résultats. Donc en premier, avec la fonction fitVariogramme,
on va utiliser la méthode de la vraisemblance maximum. Voilà. Et on précise pour le modèle 1, donc on va l'appeler fit REML modèle 1. Voilà. Et on peut maintenant afficher notre modèle. Le voilà qui s'affiche. On peut utiliser donc maintenant le même principe, la fonction fitVariogram, mais cette fois-ci pour l'autre méthode, la méthode des moindres carrés. Voilà. Toujours en précisant qu'on s'appuie sur le modèle 1 pour l'instant. Et on l'affiche. Et voilà la deuxième méthode, le modèle créé par la deuxième méthode. On va refaire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, mais cette fois-ci pour le modèle 2. Donc le modèle sur lequel on a précisé, nous, des paramètres. C'est ici qu'on a précisé le modèle 2, ici, et puis ici pour l'autre fonction. On peut l'afficher. Là, on voit qu'on a un petit problème. Peut-être que on aurait dû décider... Et, du coup, on aurait dû décider d'un seuil peut-être un peu plus bas, ou alors de reculer un peu le point de flexion de la courbe. Peut-être pas le mettre à 100 000, mais le mettre à 75 000. Peut-être que ça peut suffire pour le modèle 2. Du coup, on refait le modèle 2. Voilà, déjà ça améliore un peu le modèle. On va baisser encore un petit peu le range. Voilà, le modèle déjà est un peu mieux. Et c'est peut-être l'inverse, il fallait peut-être monter, on va essayer ça, il fallait peut-être monter un peu le seuil partiel avec une pépite plus basse. On essaye encore ça. Sinon, en gros, c'est un peu ça qu'il faut faire, il faut travailler dessus. Bon, ça change pas grand-chose. Voilà. Et maintenant, on fait la même chose pour la deuxième méthode. Voilà. Alors maintenant, le but, on a nos quatre, modèles créés via deux méthodes différentes. On va chercher à les valider. Alors là, nos modèles, en gros, c'est jamais rien d'autre que les points théoriques de distribution de diversité d'espèces et les points mesurés. Et en gros, on va faire une cross-validation, c'est-à-dire une validation croisée pour trouver le meilleur modèle. Ça veut dire, on prend notre colonne de points mesurés, notre colonne de points théoriques, et on regarde l'écart de valeur entre ces points mesurés et ces points théoriques. Et cet écart nous informe sur la validité du modèle. Alors pour regarder cet écart, il y a un peu il y a plein de méthodes qui peuvent exister. Là, on va juste valider statistiquement ces deux champs. Il y a l'indice de Pearson, en gros le R carré, dont vous avez certainement le coefficient de régression, le R carré, dont vous avez certainement déjà entendu parler, et qui a priori doit tendre vers 1 pour une adéquation parfaite du modèle. Et puis il y a la méthode de l'erreur moyenne quadratique qui doit plutôt tendre vers 0 pour une adéquation parfaite du modèle. Alors donc la première méthode, on la nomme RSQR et la deuxième RMSD, donc qui veut dire Root Mean Square Deviation, et puis RSQR ça veut dire Square Regression Coefficient. Le R, je ne sais plus ce que c'est. Alors on va faire une première validation croisée pour notre modèle 1, fait à partir de la première méthode de vraisemblance résiduelle, maximum vraisemblance. Ensuite, on fera la même chose sur la méthode de vraisemblance maximum avec le modèle 2, puis on fera encore la même chose avec la méthode, cette fois-ci, de régression des moindres carrés.
ici sur le modèle 1 théorique et sur le modèle 2 qu'on a adapté. Voilà en gros, et ça va nous donner du coup 8 valeurs. Donc on peut lancer l'ensemble de cette étape, voilà comme ça. Et on a donc maintenant un certain nombre de valeurs ici, RMSD, donc root mean square deviation et square regression coefficient. Donc là on a un coefficient et là un deuxième coefficient. Donc en gros ces deux groupes de valeurs indiquent la même chose. Et puis à chaque fois on a 1 et 2 pour désigner le modèle 1 ou le modèle 2. Le modèle 1 désigne un peu le modèle standard et le modèle 2 désigne le modèle personnalisé. Donc si on regarde par exemple à travers l'indice root mean square deviation, l'erreur quadratique moyenne, donc ces 4 premières valeurs, on a pour on devrait avoir ce coefficient qui devrait tendre vers 0, le root mean square deviation. Là il est à 2,27 et puis ces valeurs-là devraient tendre vers 1. Donc en gros ici, les valeurs les plus basses sont les valeurs les plus justes pour nous. Donc on constate par exemple que la méthode REML donne des valeurs légèrement plus basses que la méthode OLS pour adapter le modèle. Est-ce que c'est et au sein de la méthode REML, a priori, le modèle qu'on a adapté, il donne une valeur très légèrement plus basse que le modèle théorique. Et c'est pareil pour la méthode des moindres carrés, de la moyenne quadratique. Le modèle qu'on a fait nous-mêmes, le modèle numéro 2, est légèrement meilleur que le modèle numéro 1. Donc en gros, le modèle numéro 2, il est à chaque fois meilleur quand on observe l'indice de l'erreur moyenne quadratique. Et la méthode REML, donc la méthode de maximum vraisemblance, est un peu meilleure que l'autre. Et si on regarde maintenant l'indice de Pearson, le R carré, donc là qui devrait tendre vers 1, donc on cherche les valeurs les plus fortes. Les valeurs les plus fortes, elles se situent sur le modèle appliqué avec la méthode REML, finalement pareil que là, et les valeurs les plus fortes sont sur le modèle 2, donc celui qu'on a paramétré nous-mêmes, dans les deux cas. Donc le modèle 2 est toujours un petit peu meilleur et la méthode REML est toujours un petit peu meilleure. Donc on sait que pour nous finalement c'est la méthode REML avec le modèle 2 qui nous convient. Ici le RMSD ou le RSQR ne désigne que l'indice qui nous sert à valider, mais ça ne construit pas évidemment le modèle. Alors maintenant, on va justement choisir d'afficher cette validation croisée, de voir en gros la relation entre les valeurs observées et les valeurs théoriques issues du modèle. Donc on reprend notre cross-validation à partir du modèle 2 et construite avec la méthode REML. C'est celle-ci. Voilà. Et on a ici en bas les valeurs mesurées, les valeurs réelles, et ici les valeurs théoriques. Donc en gros, quand on a 5 espèces mesurées, on devrait avoir 5 espèces en théorie. On va s'aider d'une petite courbe à 45 degrés. Donc ça, c'est la courbe idéale. Donc on voit que notre modèle, quand on observe 5 espèces dans la réalité, notre modèle, il nous indique ici à peu près 5 espèces. C'est pas mal du tout. Quand on en observe 10 ici, on n'est pas loin de quelque chose de propre. Ça doit être... on voit quand même qu'on a quelques valeurs sous-évaluées ici et quelques valeurs surévaluées ici, c'est-à-dire si on prend pour deux espèces, voilà,
le centre de notre nuage, il est plutôt là. Donc 2 espèces observées, on est plutôt ici là proche de 5. Et puis pour 10 espèces observées, le centre du nuage, on est proche de 7. Donc là, on est un peu notre modèle sous-évalue le nombre d'espèces dans les grandes valeurs et surévalue le nombre d'espèces dans les petites valeurs. Et puis on peut faire la même chose avec l'autre méthode, la méthode OLS, bien qu'on ait vu qu'elle était a priori moins bonne. Et effectivement, on a un nuage qui est encore un peu plus horizontal que le précédent. Voilà. Alors, il y a une critique qui est faite à cette méthode, c'est que la validation croisée, elle utilise le même jeu de données à partir duquel a été construit le modèle. Donc finalement, c'est comme s'il y avait une redondance. C'est normal qu'un modèle fit assez bien, corresponde assez bien à un jeu de données si c'est ce même jeu de données qui a servi à le construire. C'est pas absurde comme réflexion. Et donc, il y a une autre méthode qui consiste à extraire au départ un, un- un petit pourcentage du jeu de données, ne pas l'utiliser, le mettre de côté, construire le modèle à partir du reste, et puis à la fin reprendre ce petit jeu de données, ce petit pourcentage, et l'utiliser dans la validation croisée, mais là au moins on est sûr que ce petit jeu de données n'a pas servi à construire le modèle. Alors là c'est ce qu'on va faire, on va créer une petite variable test. On a, alors j'ai fait un- j'ai fait une sélection par ailleurs dans QGIS, mais on aurait pu la faire dans R, où j'ai pris 10% des points. J'ai créé un petit fichier qui s'appelle Kiro by Tel 93 avec seulement 10% des points et un petit fichier avec 90% des points. Donc le fichier avec 10% des points, on va l'appeler test. Et puis le fichier avec 90% des points, on va l'appeler training, c'est-à-dire en gros c'est le fichier qui sert à créer le modèle. On lui redéfinit ce qu'on a fait au tout début, les coordonnées dedans, les coordonnées pour le fichier test, pour le fichier training, la projection pour le fichier test, la projection pour le fichier training, voilà. Et puis on va faire un crigeage direct puisqu'on sait déjà que la méthode REML est la meilleure et le modèle 2 est le meilleur à partir du modèle. Et on va tester en fait, donc on fait sans cross-validation, c'est-à-dire qu'il y a quand même une validation, mais elle ne s'appelle pas cross-validation puisqu'elle n'est pas faite à partir du même jeu de données. Hein. C'est pour ça qu'il est écrit sans cross-validation. Et en fait, on va calculer la validité de ce modèle à partir des données test. Voilà. Donc on lance ce petit crigeage, ça met quelques petites secondes. Voilà. Et puis, on va calculer les indices, donc les mêmes que tout à l'heure, RSQR et RMSD, hein, c'est les mêmes indices. On prend ici notre objet Krieg qu'on a créé et on cherche la corrélation donc entre les valeurs, la corrélation entre les valeurs test et qui sont dans l'objet Krieg et les valeurs construites à partir du modèle. Voilà, donc on calcule nos deux indices. Voilà, qu'on a avec un K pour Krieg à la fin. Alors là, on voit qu'on a des valeurs un petit peu meilleures dans les deux cas, mais il faut aussi considérer qu'on travaille sur un jeu de données moins important. Et donc, a priori, travaillant sur un jeu de données un petit peu moins important, il est probable que ça ait pu un petit peu modifier, la différence est quand même pas très grande, un tout petit peu modifier la, le résultat du calcul, puisqu'on a extrait 10% du jeu de données dans ce modèle-là. Alors on va afficher maintenant le résultat euh, de ce modèle. Voilà. Et donc on voit que, a priori, pour 10 espèces mesurées, on en a 8 créées par le modèle, et pour 3 espèces mesurées, on en a 5. Donc on a le même problème, mais peut-être un tout petit peu moins grave. Les basses valeurs sont surévaluées par le modèle et les grandes valeurs sont sous-évaluées par le modèle. Maintenant, on voudrait en arriver quand même à l'étape de la cartographie.
donc on va utiliser le résultat précédent qui était malgré tout le meilleur. Voilà, donc on crée une carte. Voilà, ça met là aussi quelques petites secondes. Et puis ensuite on affiche cette carte. Voilà le résultat du crigeage. Donc on retrouve bien ce qu'on avait dit au départ, près de l'île de France, plutôt des valeurs faibles, et puis ici des valeurs plus fortes. On voit qu'on a un étau ici autour de la vallée du Rhône. Euh, voilà un modèle qu'on peut ensuite exporter. Alors maintenant, petite surprise de la fin du cours. Est-ce qu'on a toujours envie de devoir faire des allers-retours, paramétrer nous-mêmes le modèle, etc. Pas toujours. Des fois, on aimerait bien qu'il y ait des choses qui se fassent de manière un peu automatique. Néanmoins, c'était très important de comprendre ça. Alors, on va voir maintenant un autre outil qui s'appelle Automap et en gros qui va créer un variogramme automatique. Donc, il va faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais sauf qu'il va tester un peu tous les modèles et puis toutes les valeurs de pépites possibles et nous trouver le meilleur modèle. Alors ici, on va activer la première fonction. On peut afficher ce variogramme. Là, on voit qu'il est assez différent. Il a repéré une pépite de 3,1. Il a choisi le modèle STE. Et un seuil à 7 et un range, donc une distance à 27 000, donc il est plutôt proche de 30 km. C'est-à-dire qu'au-delà de 30 km, l'autocorrélation spatiale pour lui n'est plus vérifiée. Alors il a priori sorti le meilleur modèle qu'on pouvait espérer avoir. Néanmoins, il faut quand même toujours vérifier si ça nous semble pas complètement absurde. Ici, on trouve les différents modèles qui ont été testés et l'erreur standard de ces différents modèles. On veut récupérer maintenant la prédiction, donc c'est-à-dire en gros faire notre crigeage véritable et afficher cette prédiction. Voilà, en beaucoup plus rapide que ce qu'on a fait tout à l'heure, le résultat de Automap qui permet de chercher le variogramme automatiquement. On voit finalement qu'on n'était pas si loin avec notre modèle à nous. On retrouve bien ici cette zone de forte valeur qui est assez similaire, même dans le détail, à celle qu'on avait ici. Bien sûr, là, la résolution est beaucoup plus grossière. Néanmoins, on n'a pas à rougir du modèle qu'on avait trouvé. Simplement, ici, on est sur un modèle qui est a priori le meilleur modèle qui peut être établi et nous permet d'avoir des informations sur justement l'effet de pépite, savoir quelle est la variation locale et ce genre de choses, et la distance à l'autocorrélation spatiale, qui sont des informations spatiales importantes. Voilà, merci beaucoup.